qui a réussi à prendre pour la première fois dans l'histoire la photo d'une planète d'un autre système solaire. Vous voyez à l'image l'étoile, le soleil de ce système. Et puis en dessous, vous allez voir apparaître voilà, la petite planète qui a quand même 3 fois la taille de Jupiter, la plus grosse de notre système solaire. Mais les experts attendent d'autres observations pour confirmer l'existence de cette planète. Très bonne matinée à tous et je vous laisse tout de suite avec William Lémergie. Merci Frédéric. Suite de notre balade tunisienne et de notre souci de balayer tous les secteurs, économique, politique, touristique, social, cette fois-ci historique, avec Frédéric Gersal, et on va s'intéresser là à l'archéologie. Et nous le disions hier, si vous étiez là, vous vous en souvenez, on parle de strates, puisqu'effectivement beaucoup de gens se sont succédés dans ce pays, des Phéniciens jusqu'à aujourd'hui. Il y avait les Romains. Et la présence romaine, on la retrouve un peu partout dans ce pays, notamment sur la côte. Nous parlions de Carthage hier, c'est un exemple, et il y en a d'autres. Delenda est Carthago. Carthage est enfin pour les Romains, j'entends bien, est enfin détruite. Et à ce moment-là, les Romains s'installent, des colonies vont être nombreuses dans tout ce pays de la Tunisie. Et effectivement, ils vont s'installer à partir de 146 avant notre ère, jusque dans les années 500 après. Donc ça fait un peu plus d'un demi-millénaire de présence romaine. Alors vous imaginez bien que comme partout en Europe, que ce soit en Orient ou en Occident, les Romains vont énormément bâtir. Ce sont des constructeurs infatigables et on va en avoir plusieurs exemples. Je vous propose de partir à la découverte de quelques-uns de ces nombreux sites en Tunisie. Alors vous en avez quelques-uns là voilà, indiqués. C'est tous ceux dont on va parler. Alors c'est simple, il y a El Djem, vous voyez à droite, quand on regarde les images. Il y a Boula Regia. Et puis Tabarka au nord, là. Voilà, absolument. Alors on va commencer par El Djem, si vous le voulez bien. Mais je veux bien, oui. Qui est sur la côte, avec ces images. El Djem, qui est à 192 km de Tunis. Et l'orgueil de cette cité romaine, c'est son amphithéâtre. Regardez dans quel état de conservation, c'est remarquable. Et sous le sol de l'arène, cette arène qui est longue de 65 mètres, il y a 2 galeries voûtées couvertes d'un plancher mobile en bois. Cette galerie possédait 16 chambres voûtées où étaient sans aucun doute enfermés les fauves qui allaient servir pour les jeux romains. Alors c'est un amphithéâtre, le 3e plus grand amphithéâtre que Rome ait construit, en tout cas que nous possédions, après ceux de Rome et de Capoue. Il mesure presque 150 mètres de long sur 124 mètres de large et 36 mètres de haut. Plus de 30 000 personnes pouvaient assister à ce qui était représenté à l'intérieur. Alors, quand on sait que cette cité romaine possédait 30 000 habitants, vous imaginez, pratiquement toute la population pouvait y être. Personne au magasin. Voilà, tout à fait. Alors, Boula Regia, c'est un autre site à quelques 150 km, 160 km à l'est-nord-est de Tunis, qui est un petit royaume créé par Rome avant de devenir colonie. Vous savez, Rome avait l'habitude de faire... Ils annexaient. Oui, absolument. Ils annexaient bien. Oui. Avant de devenir une véritable colonie, qui était un titre important. Alors, Boula Regia a connu son apogée au IIIe siècle de notre ère, époque de construction des principales maisons. Alors il y a la maison de la chasse, la maison du trésor, la maison d'Amphitrite et la maison de la pêche avec, regardez, ces superbes mosaïques qui représentent une mer poissonneuse avec des amours pêcheurs et des canards. Alors là, nous sommes dans un autre site, à Tuburbo Majus, avec l'un des plus imposants capitoles d'Afrique. On l'a vu avec ses colonnes, en tout cas les restes de ce capitole. Et là, c'est un des grands sites archéologiques de la région de Tunis. On est revenu au nord du pays, là encore, 2e et 3e siècle de notre ère. La ville y trouve son apogée. Alors il y a des temples, des thermes. Et après les Romains, ce sont les passages des Vandales qui vont modifier l'architecture de cette cité. Alors là, nous sommes à Douga. Douga, c'est 108 km à l'est de Tunis, sans doute le plus beau site du pays, l'un des plus importants de toute l'Afrique romaine. Alors on a vu le Capitole pour commencer, ça c'est quelques images, avec ce sanctuaire qui était précédé d'un portique où l'on a vu ces 6 grandes colonnes cannelées au-dessus d'une façade sur laquelle était dessinée une frise. Alors à voir également à Douga le forum et puis l'arc de Sévère-Alexandre, enfin des richesses, des richesses, des richesses. Il faut absolument s'y promener, mais alors il faut ouvrir les yeux, hein. J'ai envie de dire, c'est comme quand on se promène à Paris, il faut lever la tête et regarder un petit peu partout. Et rester le temps qu'il faut, avec des programmes permanents d'entretien de ces ruines. Alors on voyait El Djem tout à l'heure pour commencer. El Djem aussi est inscrit au patrimoine international de l'UNESCO.
pour la sauvegarde de ces sites historiques comme les Carthages. Merci beaucoup Frédéric. Merci, nous allons faire un bond, comme vous diriez vous-même, dans l'histoire. Là, c'était l'archéologie, c'était Rome, et nous allons passer à la Tunisie d'aujourd'hui, un pays résolument tourné, on l'a dit depuis 2 jours, vers la modernité et qui insiste beaucoup là-dessus. Et là, on va parler du statut de la femme tunisienne. C'est un statut proche de celui que l'on peut rencontrer dans des pays occidentaux, avec en plus eh bien, les traditions liées au monde arabe. Isabelle Martinet va vous expliquer. Et nous allons prendre l'exemple d'une jeune femme que vous avez rencontrée à Tunis. Elle est, vous le disiez tout à l'heure, mais ceux qui nous ont rejoints n'étaient peut-être pas là, évidemment. Elle est parfaitement exemplaire de ce que l'on peut faire et espérer dans la vie d'une jeune Tunisienne. Elle représente bien le statut de la femme tunisienne, un statut moderne. Il faut savoir que la femme prend quand même une part très active dans le développement socio-économique du pays, même si la cellule familiale reste une unité de base, le maintien de cette structure n'empêche absolument pas la femme d'accéder au marché du travail et à toutes les carrières professionnelles possibles, au même titre qu'un homme. 25% de la population active quand même. Alors ces droits de la femme sont inscrits depuis une quarantaine d'années dans la loi. C'est vraiment dans la loi. Tout ça remonte à 1956, quelques mois après l'indépendance, lorsqu'a été promulgué le statut du code personnel qui introduit en fait la notion d'égalité. Par exemple, on trouve en Tunisie le concept à travail égal, salaire égal. Alors, ce code sera bien sûr... Ça existe là-bas et ça marche. Et ça marche très très bien. On pourrait peut-être bien s'en inspirer. Ça serait pas trop mal, oui, qu'on puisse s'inspirer finalement des lois tunisiennes en France, surtout que ces lois ont été ensuite consacrées bien sûr par la Constitution tunisienne et renforcées par de multiples amendements qui ont été pris depuis. Alors, en résumé, la polygamie est interdite, première chose. Deuxièmement, il faut maintenant le consentement de la femme pour le mariage. Le divorce peut être demandé aussi bien par l'homme que par la femme. Et la pension alimentaire versée aux femmes divorcées, ça existe aussi en Tunisie. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie est le premier pays arabe à avoir planifié les naissances, ce qui signifie en clair que la vente de produits contraceptifs ou l'interruption volontaire de grossesse sont tout à fait autorisées là-bas. Quant à la scolarisation, tout le monde y a droit, sans distinction de sexe. Jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire. Et 97% des petites filles de 6 ans sont scolarisées. Donc un statut tout à fait moderne qui ressemble vraiment au pays. Et pour l'illustrer ce statut, nous sommes donc rendus à Tunis, rencontrer Kausser Louzir, une Tunisienne mariée avec 2 enfants, qui travaille. Et qui travaille beaucoup puisqu'elle est responsable d'une agence de communication. Nous l'avons suivie toute une journée pour voir comment elle se déroule cette journée. Voici son portrait. Ça fait 10 ans que nous avons monté cette société. Nous gérons un portefeuille de 200 clients et entreprises. Et on est une vingtaine de personnes au niveau de l'agence. Le fait d'être une femme n'est absolument pas un handicap en Tunisie. C'est aucune différence entre une femme et un homme au niveau du travail. Vraiment, on a exactement le même statut. Au niveau de mon équipe, bon, ça se passe normalement. Le tout, c'est de ne pas venir jouer le grand patron avec les grands airs, mais d'être simple, de leur expliquer leur travail, d'être à l'écoute. Mais ça se passe très bien. Non, je trouve ça joli, moi, ce palmier qui passe devant le minaret. Non, de toute manière, on ne peut pas l'enlever. L'islam est une religion très tolérante, qui ne présente aucune censure à aucun niveau. Tout est une manière d'interprétation de cette religion-là. Si vous l'interprétez de manière positive, à ce moment-là, vous arrivez à un statut comme on le vit en Tunisie, où la femme est totalement moderne, libre, travaille, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui fixe ses propres limites. Pour une fois, je rentre tôt. Ça n'arrive pas tous les jours, mais enfin là, je vais récupérer mon gamin assez tôt. C'est exceptionnel que des gens fassent appel aux babysitters. La famille en Tunisie a quand même un sens beaucoup plus large qu'en Europe. C'est encore le sens tribal de la famille. Salut, moi. Bonjour. Ça va? Allez, ramasse tes affaires, vite. Enfin, la vision de la vie classique chez les Tunisiens, ça ne correspond pas à ce type de... Bon, ils aimeraient bien que quand même la femme reste plus présente au niveau de sa maison, de ses enfants. Qu'elle travaille, oui, c'est bien, mais pas trop. C'est une vie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, que je changerais pour rien.
Mais il n'en est pas question d'ailleurs. Il n'en est pas question. Voilà pour cet exemple qui est assez symbolique, c'est vrai? Ah, tout à fait. Elle illustre très bien le statut de la femme. Évidemment, toutes les Tunisiennes ne vivent pas comme elle, mais c'est vraiment un exemple de ce que l'on peut réussir en Tunisie. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Pour les 4 vérités maintenant, Françoise Laborde reçoit ce matin M. Edith Djilani, qui est président de l'Union tunisienne de l'industrie et du commerce, président de l'Organisation internationale des employeurs, autrement dit le patron des patrons en Tunisie. Bonjour, Edith Djilani, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vient de le dire, vous êtes le patron des patrons tunisiens et vous êtes aussi vous-même patron industriel dans le textile. Alors, une première question sur justement ce secteur-là, l'industrie, le textile en général, c'est un des secteurs clés de l'économie tunisienne. C'est le premier secteur industriel actuellement en termes de volume d'emploi, en termes de volume d'exportation et en termes d'activités, toutes sortes d'activités. Mais ce n'est pas le seul, évidemment. Mais... Alors, après le textile, c'est quoi? La deuxième industrie, c'est le tourisme, qui, en termes de devises et en termes d'emploi aussi. Et puis, nous sommes en train de développer de nouveaux secteurs, qui sont des secteurs émergents, mais qui ont déjà une certaine dimension, tels que l'électronique, la mécanique, l'horticulture. Comment ça se passe pour vous, les débouchés? C'est essentiellement l'exportation, c'est 60-40 par exemple dans le textile? Effectivement, le marché local est un marché exigu, évidemment, avec 9 millions d'habitants. Notre consommation est tout à fait modérée et modeste. Notre première cible est naturelle, c'est l'Europe, puisque la proximité, la Méditerranée, tout ça, fait que nous sommes essentiellement orientés vers l'Europe, mais nous sommes en train de diversifier toutes nos possibilités à droite et à gauche. Alors, vous, par exemple, quand dans votre entreprise, vous avez organisé comment? Des partenariats, des accords privilégiés, justement, pour avoir des accès avec ce marché à l'export? Effectivement, nous sommes toujours à la recherche de partenariats parce que c'est la solution à tout le problème. C'est à la fois la solution du problème de technologie, de transfert de technologie, c'est le problème du financement de ces investissements pour créer les emplois. Et en plus, c'est une excellente possibilité pour connaître et accéder au marché sur lequel nous n'avons pas beaucoup, parfois, d'expérience. Donc le partenariat est vraiment la clé pour trouver une réponse à tous ces problèmes. Et vos partenaires, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ou qu'est-ce qu'ils trouvent en Tunisie? Quand vous devez expliquer, qu'est-ce que vous mettez en avant? Je crois que la Tunisie a fait sa démonstration, surtout depuis les 10 dernières années avec le président Ben Ali, d'un pays qui est stable, qui est résolu vers le modernisme, qui a choisi un thème d'actualité aujourd'hui, l'excellence. C'est un pays qui se permet de choisir l'excellence. C'est un pays qui est sûr de lui-même, qui est conscient de ses atouts et de ses faiblesses et qui essaie de tout réparer. Alors nous disons à nos partenaires, installez-vous en Tunisie, vous y gagnez dans tous les sens. Mais c'est quoi les atouts? C'est des salaires qui sont plus bas, un savoir-faire, un mélange des deux. Quand une société, par exemple, comme Alcatel choisit la Tunisie, quels sont les arguments qui ont fait qu'elle a choisi la Tunisie? Il faut comprendre que la Tunisie est un pays qui, depuis l'indépendance, a choisi le développement de l'homme et 35% de notre budget est régulièrement dépensé pour la formation au niveau de l'université, de la formation professionnelle, etc. Donc je peux dire que la société tunisienne est une société éduquée. Et je crois que les investisseurs étrangers apprécient cela d'une manière générale parce que ça se retrouve au niveau de l'entreprise, au niveau de l'administration, au niveau de la vie de tous les jours dans le pays. Donc tout est lié. Et les gens qui ont investi, 76% dans une enquête qui a été faite en 97, 76% des entreprises françaises qui ont investi en Tunisie ont gagné de l'argent. Et 81% ont déclaré dans la même enquête qu'ils étaient prêts à continuer à réinvestir en Tunisie. Donc je pense que c'est un excellent témoignage. Ajoutez à cela que nous sommes à 1 heure de l'Europe, que nous avons des communications qui fonctionnent parfaitement bien, nous avons un système bancaire qui fonctionne bien, et on a une législation qui est très souple et qui permet une implantation rapide, efficace, pour un entrepreneur étranger. Justement, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en ce moment en Tunisie. Et quand ils viennent, comment on fait pour créer une société en Tunisie? C'est facile, c'est compliqué, c'est aussi compliqué qu'en France? C'est une des clés. Plus facile qu'en France. C'est une des clés de notre réussite. On a installé un guichet unique au niveau d'une agence spécialisée, la FIPA, qui a pour rôle de drainer vers la Tunisie les investisseurs potentiels étrangers. Mais en 24 heures, on peut créer sa société. Il y a un lieu fixe où on apporte tous ses papiers et on passe d'un guichet à un autre et en 24 heures, on crée sa société. Et cela, si vous voulez, est très rassurant pour l'investisseur. La législation fiscale est attrayante pour les investisseurs étrangers? Évidemment, parce que pendant 10 premières années, on ne paye pas d'impôts. Après ça, on paye 50% d'impôts.
Et je crois que c'est très encourageant. Ajouter à cela qu'il n'y a pas de double imposition avec les pays européens, donc ça permet aux investisseurs, et je crois que c'est une contribution importante d'accepter cela de la part des Européens pour encourager ce co-développement nécessaire pour les deux d'ailleurs. Comment de Tunisie on voit l'évolution de l'Europe, avec cette Europe qui a un peu tendance à s'ouvrir vers l'Est davantage? Est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que vous dites aujourd'hui que s'il y a un développement à l'Est, ça pourrait se faire un peu au détriment du Sud? Évidemment, on est un peu jaloux, mais ça c'est le côté un peu folklore, mais dans la réalité, dans les faits, nous disons merci aux Européens de développer les pays de l'Est, parce qu'au fait, en ouvrant leur économie, ces pays de l'Est, ils ont tendance, comme ça a été le cas de l'Espagne et du Portugal, à s'aligner un peu sur la moyenne des salaires européens, ce qui veut dire que pour nous, au lieu d'avoir 350 millions de consommateurs européens, il va arriver un jour, grâce au fait que les pays de l'Est vont passer dans le cadre de la communauté européenne, on va avoir 500 millions de consommateurs. Et la monnaie unique, vous considérez quoi? Que c'est un atout supplémentaire, que ça va être un facteur de développement supplémentaire pour l'Europe et donc bon pour les partenaires de l'Europe? D'abord, il est logique qu'à partir du moment où c'est un pays qui devient, même s'il est composé de différents pays, c'est un bloc économique si vous voulez, c'est normal qu'ils aient une monnaie unique, d'une part. Et d'un autre côté, en ce qui nous concerne, ça nous arrange un peu, parce qu'au lieu de facturer en francs français, en livres sterling, en Deutsche Mark, on va avoir une seule monnaie, et c'est quand même pratique. Une toute dernière question, quand vous réunissez avec vos confrères du patronat international, vous parlez de quoi? Quand vous êtes à Genève, puisque vous êtes président du patronat international? On parle du social d'abord parce que c'est très important et en plus de ça on parle un peu de l'actualité internationale, de tout ce qui se passe dans le monde et ça nous permet d'avoir une réaction si vous voulez commune et une concertation avec tout le monde. Merci Edith Djelani d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous, c'est à vous William. Merci, on va passer à la météo avec Laurent Romeshko. Si vous avez l'intention d'aller dans ce pays-là, bah tiens, un petit coup d'œil météo, ça sera pas plus mal. Il y avait des orages sur la France hier. Y en aura-t-il aujourd'hui, ce week-end de Pentecôte, avec un pont? Oui, il y a eu quelques orages encore. On parle un petit peu de la Tunisie? Si vous voulez, un petit mot. Pour vous dire que ce matin, c'était à 5 h à l'aéroport de Tunis-Carthage, il y avait 17 degrés, avec pas mal de nuages, c'est vrai. Des nuages aussi à Monastir avec 20 degrés. C'était bien dégagé en revanche à Tozeur avec près de 22 degrés. Puis cet après-midi, ça va bien s'améliorer sur la Tunisie, du soleil. Il fera 24 à Gabès et 26 à Tunis. Chez nous, ça s'éclaircit également. Voici ce qui est prévu dans l'après-midi. De belles éclaircies sur de nombreuses régions. Beaucoup moins de pluie qu'hier. L'image satellite va vous montrer les pluies d'hier qui se sont déplacées dans un flux de sud-ouest avec tous ces paquets nuageux qui circulent encore sur les régions de l'Est. Sur l'Ouest, ça s'est bien amélioré comme vous le constatez. Ce matin, les éclaircies sont assez généreuses. C'est même bien souvent un ciel bien dégagé en allant de la Haute-Normandie jusqu'à l'ouest du Massif central. Un peu plus de nuages sur la Bretagne et la Basse-Normandie, puis un ciel encore chargé sur l'Est. Cet après-midi, nous retrouverons ces foyers orageux une nouvelle fois de la Franche-Comté jusqu'aux Alpes, avec des pluies qui seront moins fortes que ces jours précédents. Quelques gouttes également sous forme d'averses en allant des côtes charentaises jusqu'au littoral basque. Ce sera très bien ensoleillé autour de la Méditerranée, un peu plus de nuages sur la Corse. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec un petit risque d'averses. Voici les températures de la journée avec des valeurs au nord comprises entre 16 et 21 degrés. Et puis au sud, ça montera tranquillement jusqu'à 24 degrés dans la région de Bastia. À tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. Nous sommes le vendredi 29 mai. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, voici Patrice Robden qui présente cette édition. Bonjour. Bonjour William. Madame, monsieur, bonjour. La grève des pilotes d'Air France va clouer au sol les 9/10 des avions de la compagnie aérienne. Le mouvement débute la semaine prochaine et il pourrait mordre sur le début de la Coupe du Monde de football si d'aventure les pilotes et la direction d'Air France ne s'accordaient pas sur le problème des salaires qui, décidément, empoisonne leurs relations. Agnès Grossman. Hier soir, à la fin d'une énième réunion avec leur direction, les pilotes ont estimé qu'ils perdaient leur temps à discuter. Place à l'action et à la grève. Elle est annoncée dès lundi. Pour une durée de 4 jours, 75 à 90% des vols d'Air France seront annulés. Pourtant, le gouvernement a fait hier une avancée. En proposant une grille unique des salaires, il a répondu à une préoccupation majeure des pilotes. Mais les syndicats estiment que la direction d'Air France n'offre aucune garantie. Le manque de confiance persiste. L'État
Les propositions de M. Guesso, de M. Spinetta ne me plaisent pas du tout. Maintenant, il y a quand même une certaine ouverture. On va aller voir au fond des choses si elle est réelle ou pas. Si elle est réelle, ok. Si elle n'est pas réelle, je serai sur les pistes le premier. Concernant les économies salariales exigées par le gouvernement, les syndicats se disent prêts à accepter l'échange d'une baisse de leur salaire contre des actions d'Air France, mais seulement pour une durée limitée de 4 ou 5 ans. Ils donnent jusqu'à dimanche à leur direction pour faire des avancées significatives. En cas d'échec, la grève commence lundi. Voilà, et pour en savoir plus sur les avions qui décollent et sur ceux qui restent au hangar, un numéro de téléphone, le 0802 802 802, il s'affiche sur votre écran. Autre grève à la SNCF à partir de mercredi prochain, un mouvement qui n'affectera que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les cheminots disent défendre l'emploi et les salaires. À l'instant, cette dépêche, 10 000 chômeurs en moins. Au mois d'avril, les chiffres officiels viennent de tomber. Après-demain dimanche, toutes les préfectures de France devraient avoir examiné les demandes de régularisation des sans-papiers. Quelques 150 000 dossiers ont été déposés. Un tiers, peut-être la moitié des personnes concernées se verront opposer un refus. Elles devront alors quitter le territoire français. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, les députés vont se pencher sur un texte qui vise à réglementer la vente d'armes. Cette proposition de loi a le mérite de la simplicité puisqu'elle interdit aux particuliers de posséder une arme. Fanny Pernot. Bientôt, les Français ne pourront plus acheter des armes qu'avec leurs yeux. Car si la proposition de loi du député Leroux est acceptée, la vente d'armes sera interdite aux particuliers. Aujourd'hui, les armes de chasse sont en vente libre ou soumises à une simple déclaration. Mais la loi, qui date de 1939, est dépassée et la recrudescence des violences liées aux armes à feu inquiète les législateurs. Je constate au jour le jour une banalisation dans l'utilisation des armes à feu. Et je crois qu'il faut à un moment donné imprimer une marque dans notre société, un débat sur la violence. Et je pense qu'il faut aller vers une interdiction de possession des armes à feu quand on n'en a pas un besoin. La loi prévoit donc des dérogations pour ceux qui ont besoin d'une arme dans leur activité professionnelle, agents de sécurité ou encore bijoutiers menacés. Les chasseurs et les tireurs sportifs auront eux aussi leurs dérogations. À terme, les Français devraient rendre les 8 à 18 millions d'armes qui circulent sur le territoire. Le gouvernement souhaite régler le problème avant le 30 juin 2000. Autre proposition de loi qui devrait être adoptée aujourd'hui par l'Assemblée. Elle porte sur la reconnaissance publique au nom de la France du génocide arménien de 1915, plus d'1 million de morts. Le procès des assassins présumés de Yann Pia. Hier, ce sont les anciennes petites amies des accusés qui ont défilé à la barre. Et entre maladresse et contradiction, leurs témoignages n'ont fait qu'enfoncer la bande du Makama. Bref, encore une sale journée pour la défense. Dominique Verdeillan. Depuis 3 semaines, les avocats de la défense parlent de zone d'ombre. D'autres vont plus loin. Ils dénoncent un dossier fumeux. De certains témoins, ils attendaient beaucoup, des révélations, des coups de théâtre. Mais il suffit parfois de quelques témoignages pour anéantir tous ces efforts. Cindy, Nathalie, Julie, Stéphanie ont fréquenté la bande du Makama. Aujourd'hui, elles ont coupé les ponts, elles cherchent à oublier. Il y a 4 ans, elles étaient plus bavardes. Stéphanie avait parlé de moto volée et d'une arme qui, au lendemain de la mort de Yann Pia, a mystérieusement disparu. Le soir de l'assassinat, Marco Di Caro, le pilote de la moto, est arrivé chez Myriam, juste après les faits. Il était accompagné de Lucien Ferry. Depuis le début du procès, Ferry se dit étranger à cette affaire. Quant à Sylvie, force est de constater que Lucien Ferry a cherché auprès d'elle à avoir un alibi. Ferry, qui après son arrestation, lui a avoué être le tireur de la moto. Aujourd'hui, la Cour entendra des proches de Jean-Louis Fargette, l'ex-parrain du Var, assassiné en 1993. À Draguignan, après 4 semaines d'audience, le procès reste sous très haute protection policière. Le tueur en série de l'Est parisien avoue les meurtres précédés des viols de 3 nouvelles jeunes femmes. Depuis son arrestation, Guy Georges, ce marginal de 35 ans, a donc reconnu 5 meurtres commis entre 1994 et 1997. Encore un rapport de la Cour des comptes qui va faire jaser. Il est cette fois question de l'indemnisation des députés européens. Chacun d'entre eux empoche, en plus de son salaire, 60 000 francs par mois. Cette somme sert à payer les frais de secrétariat et de transport. Enfin, théoriquement. Olivier Galzi. Voici le rapport qui secoue le Parlement européen. 20 pages où l'on apprend que les indemnités versées aux eurodéputés n'iraient pas toujours là où elles devraient aller. Exemple, les remboursements des déplacements. Les remboursements qui sont faits par le Parlement européen se situent un tiers au-dessus d'un ticket business. Donc un ticket d'avion business pour se rendre quelque part. Ce qui veut dire que tous ceux qui prennent un ticket de business font encore un bénéfice d'un tiers.
Et le bénéfice est d'autant plus grand que le voyage est long. Là encore, le rapport constate, les résidences secondaires, souvent plus éloignées, sont parfois données comme résidence principale pour améliorer l'indemnité kilométrique. Fort de ces renseignements, le président du Parlement se dit prêt à modifier le système, mais se refuse à parler de gabegie. Ce fameux abus des billets est le 3% de la quantité dépensée pour les parlementaires. C'est-à-dire, c'est un abus de 3% à supposer qu'il soit réel. 3%, environ 30 millions de francs. Certes, l'enveloppe globale des indemnités comprend aussi le salaire des assistants, mais là encore, certains dénoncent des collaborateurs fictifs plus proches de la famille que du Parlement. Alors, abus marginal ou général, le rapport ne donne ni les noms ni les chiffres. Au Danemark, les urnes rendent leur verdict. Le oui au traité d'Amsterdam recueille 55% des suffrages. Gérard Grisbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Copenhague, Gérard, où l'on peut dire que la classe politique est plutôt soulagée ce matin. Oh oui, soulagé, plus de 55%, on n'en espérait pas tant ici. Effectivement, hier soir, le gouvernement est venu au Parlement, le Premier ministre avec la larme à l'œil, surtout quand il a entendu l'hymne danois. C'est vrai qu'on s'attendait à un résultat beaucoup plus serré. Et finalement, c'est donc une page qui est tournée, en particulier la page du traité de Maastricht de 92, qui avait été refusée ici.